Voilà, savoir dire non, c'est pas forcément dire je vais faire de la décroissance. C'est le faire autrement, le faire mieux. Dirigeant. Comment concilier RSE et performance économique ? Épisode 2. La RSE au service de la stratégie globale de l'entreprise. Emmanuel Brémond reçoit Aymeric Poher et Christophe Gottland, tous deux consultants en RSE au sein du groupe TGS France. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aymeric Poher, consultant en stratégie et organisation au sein de TGS France, et de Christophe Gottland, consultant en RSE qui vient de rejoindre nos équipes. Je voulais partager avec vous leur rencontre au sein d'une mission interne à TGS France qui a donné lieu ensuite à une création d'offres qui vous est aujourd'hui dédiée. Vous allez comprendre comment leurs deux expertises, l'un sur la stratégie et l'organisation et l'autre sur la RSE, vous amènent un plus en termes de performance. Première partie, la rencontre entre deux expertises au service des entreprises. Bonjour Aymeric, bonjour Christophe. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de prendre un temps pour échanger avec deux collègues, Aymeric et Christophe, avec qui je travaille au sein de TGS, alors sur des sujets différents. Donc vous allez nous faire part de votre expérience et de votre parcours autour de ce sujet qui est la RSE dans les entreprises. Alors Aymeric, pour démarrer, est-ce que tu peux présenter ton parcours ? Parce que finalement, moi, je te connais comme quelqu'un qui s'intéresse à la stratégie et à l'organisation des entreprises. Que fais-tu ? Alors moi, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années maintenant que je travaille effectivement dans le conseil en stratégie, en organisation. Dans un premier temps, surtout pour des grands groupes. J'ai travaillé par exemple pour le Crédit Agricole, pour le groupe Renault, pour la BPI. Et plutôt sur des missions de conseil qu'on pourrait appeler classiques, de la gestion de projet, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, des missions d'organisation, d'optimisation de processus. Et puis plus récemment, depuis que je rejoins le groupe TGS, les typologies de missions sont restées les mêmes. Et par contre, j'ai touché des clients un petit peu différents, des associations, des startups et des PME. Et alors, comment le sujet de la RSE s'introduit dans la stratégie et dans l'organisation de tes missions ? Aujourd'hui, en fait, la conviction que j'ai en tout cas, c'est que c'est pas forcément deux mondes qui s'opposent. Je me dis quand on va réfléchir à un projet d'entreprise, une stratégie, il faut que ces éléments-là viennent s'intégrer totalement dedans. Et puis, pour un dirigeant, je pense que la bonne question à se poser, c'est de se dire, au-delà de la conviction que je peux avoir, et je pense que Christophe sera d'accord avec moi, on oublie souvent que dans RSE, il y a quand même la dimension économique. Il faut bien que l'entreprise existe. Et donc, comment je vais concilier ces deux aspects, mais peut-être regarder d'autres critères plus que celui économique uniquement, mais concilier tout ça pour que malgré tout, mon entreprise continue à vivre. Qu'est-ce qui fait que ce sujet RSE aujourd'hui t'anime et que tu as envie de t'en emparer et de porter la bonne parole auprès des chefs d'entreprise ? Alors moi, ça a commencé à titre personnel avant de le raisonner pour l'entreprise. Ça fait environ 5 ans que j'ai commencé à être sensibilisé dans un premier temps par un collègue qui est devenu un ami sur le sujet du réchauffement climatique. Pour aller un cran plus loin, je me suis formé moi-même en ligne au travers de cours qui sont donnés à l'école des mines et qui sont accessibles gratuitement. Je pense que ça, c'est mon passé de consultant et puis ma formation d'ingénieur qui m'ont poussé à aller regarder ce sujet-là de façon un petit peu plus concrète. Et puis, ça a eu un premier effet, c'est que moi, personnellement, vis-à-vis de ce sujet-là, j'ai commencé à changer un petit peu ma façon de vivre et mes habitudes. Et puis le cran d'après, c'est qu'en fait, encore une fois, sur des missions classiques de conseil, j'ai travaillé pour l'entreprise EcoVadis, donc qui est aujourd'hui un leader dans le secteur de la RSE. Alors c'était pour transformer des processus, leur organisation commerciale, mais malgré tout, ça m'a mis un premier pied là-dedans. Et puis la dernière étape, c'est pour le groupe TGS, en fait, avant de se lancer dans l'accompagnement de nos clients sur cette thématique, on se transforme nous-mêmes et donc c'est à travers ça, en rejoignant l'axe RSE de notre projet d'entreprise, que là j'ai mis un cran de plus pour m'intéresser à cette thématique et là vraiment liée à la transformation de l'entreprise en tant que telle. Alors dans cette démarche-là, sur ta route, tu as croisé Christophe, qui jusqu'à présent était indépendant, un pur produit RSE. Tout à fait. Et qui du coup vient de nous rejoindre. Christophe, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours ? Avec plaisir. Donc mon parcours, alors moi je travaille souvent et en 2 phases. Et mon parcours, il est, alors aujourd'hui il en est une 3e avec TGS, mais jusqu'à présent c'était 2 phases. Une phase de salarié dans des grands groupes
Alors toujours avec une image forte dans l'hôtellerie-restauration, à l'hôtel de Crillon, chez Le Nôtre, au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, dans tout ce qui est logistique, achat, organisation de prod. Et puis, comme certains, accident de parcours au milieu de ma carrière professionnelle. Et j'allais dire, je me suis retrouvé indépendant un peu par hasard, à chercher ma voie, et ça c'était dans les... Alors je suis un petit peu plus vieux qu'Aymeric, donc c'était dans les années 2007, 2008, 2009, moment où on commençait à parler vraiment de développement durable, puis de RSE, puis de la fameuse norme ISO 26000 qui a permis de structurer l'ensemble des démarches et des outils aujourd'hui. Et donc c'est à ce moment-là que moi j'ai basculé dans la RSE, donc 2009, et que j'ai vraiment développé mon activité d'indépendant sur cet axe-là, 100% RSE. Je suis 100% RSE. Et donc, aujourd'hui, je travaille avec... alors, jusqu'à présent, ma cible était plutôt les PME, les entreprises à taille humaine. Aujourd'hui aussi, de rejoindre le groupe TGS, ça me permet d'avoir une dimension différente que quand on est indépendant, et d'aborder des sujets plus variés aussi. Avec Aymeric, j'ai l'habitude de dire, là, on est de l'entreprise à mission à la CSRD. Donc, alors tout ça, c'est des gros mots pour ceux qui connaissent pas forcément notre secteur d'activité. Donc, l'entreprise à mission, c'est le statut d'entreprise le plus abouti en termes de démarche RSE. Et la CSRD, c'est une obligation réglementaire pour l'instant pour les grands groupes, et qui va s'étendre jusqu'aux entreprises de 250 personnes, sur la publication d'un reporting de durabilité, enfin rapport durable, enfin sur les données extra-financières. Donc là, un côté plus normatif et plus réglementaire que l'entreprise à mission. Si on peut opposer soft law, hard law, voilà, on est dans ce champ qui est très très vaste. En 15 ans d'activité sur la RSE, c'est quoi les grandes évolutions majeures que tu as pu observer? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors, ce qu'il y a de différent, je dirais le premier axe, c'est sur le type d'entreprise qui s'engage. C'est vrai qu'il y a 15 ans, c'était les early adopters, comme on parlerait en marketing, c'était les plus convaincus, vraiment les engagés de nature. Et puis la démarche se développant dans les grands groupes, et dans le secteur économique, mais aussi associatif, et dans les collectivités locales, le champ s'est élargi. Donc aujourd'hui, il y a aussi des entreprises qui s'intéressent à ces thématiques-là parce qu'elles ont des demandes de leur appel d'offres, de leur donneur d'ordre. Il faut intégrer des éléments de réponse dans un appel d'offres, etc., etc. Donc, qui sont dans une approche un peu plus intéressée que spontanée ou vraiment complètement volontaire, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est il y a de plus en plus d'outils, de plus en plus de structuration. Il y a tout ce qui est greenwashing ou RSE washing, ethical washing, peu importe quel terme on utilise. Et donc aussi la volonté de certaines structures de dire mais comment je fais pour démontrer que je fais bien. Donc, il y a des outils qui se sont développés pour obtenir des labels, comme celui de l'AFNOR, d'ECRA, du label Lucie, qui sont parmi les plus connus. Il y a des outils d'évaluation, d'auto-évaluation, EcoVadis. Il y a aussi Bicorp. Enfin, bon, il y a des outils. Il y a beaucoup d'outils qui existent et qui permettent à une entreprise de dire, vous voyez, moi, j'ai pris des engagements, j'ai structuré ma démarche RSE, j'ai pris des engagements et je les fais valider d'une manière ou d'une autre avec alors auditeur ou pas auditeur, tout ça c'est des choix sont des choix de méthode, mais qui permettent de valider les démarches en interne. Et donc sur sa démarche, en termes d'évolution, tout à l'heure je disais soft law, hard law, on est vraiment dans cette notion. D'un côté, on va vers l'entreprise à mission, donc de plus en plus d'engagement avec des structures qui souhaitent avoir un impact positif. On parle de régénératif comme système. Et puis un côté plus hard, plus
plus réglementaire et comment on pourrait dire structuré sur le reporting, la constitution d'indicateurs, la construction d'indicateurs, etc., pour venir appuyer le discours d'engagement. Je prends des engagements et je démontre que ça marche avec des indicateurs, pour faire un petit raccourci. Qu'est-ce que l'association de vos deux expertises va vous permettre ? Parce que vous pourriez travailler chacun dans votre coin, vos regards se croisent, et qu'est-ce que ça va amener à l'entreprise ? Moi, ce que je me dis, c'est que, alors sans vouloir spécialement opposer les deux, en fait, moi, l'avantage que j'ai de ne pas être un pur player de la RSE, si on peut le dire comme ça, c'est que je pense que je vais garder des réflexes de mission de conseil classique en se disant, ok, mais une entreprise, elle doit vivre, elle a un plan stratégique, elle a une façon de fonctionner. Là, en fait, on va venir la regarder sous un angle différent. Et donc, avoir vraiment en tête on va dire, des réflexes classiques et quel axe de performance va pouvoir trouver le dirigeant là-dedans, tout en se disant, ok, maintenant, je souhaite transformer mon activité pour avoir un impact, alors soit positif, soit moins négatif, sur toutes les thématiques qu'on peut trouver autour de la RSE. Et puis, à mon sens, il y a des choses, en fait, la RSE, c'est une façon différente de regarder certains aspects. Tout n'est pas nouveau. Et donc, en fait, quand on travaille tous les deux, par exemple, sur des diagnostics d'organisation ou des choses comme ça, ou même des plans stratégiques, si demain, je me dis, au regard de la RSE, peut-être que je transforme mon business model, finalement, on revient dans une logique de construction d'une affaire rentable à long terme qu'on pourrait aborder sans forcément que ce soit dans le contexte de la RSE. Et à l'inverse, parce que effectivement, pour moi, c'est plus nouveau. Donc l'expertise de Christophe qui a 15 ans là-dedans, qui a vu beaucoup d'entreprises, beaucoup de démarches, qui va savoir ce qui parfois peut bien marcher, moins bien marcher. Je pense que ça, c'est très très riche. Et voilà, à mon sens, c'est la combinaison de ces deux choses-là qui fait qu'on a de bonnes chances de bien accompagner nos futurs clients sur le sujet. Alors je rejoins Aymeric, le premier critère de durabilité d'une entreprise ou même d'une organisation quelle qu'elle soit, c'est de gagner, c'est d'être rentable, c'est de gagner un peu d'argent. Alors avant on disait en gagner un maximum de pognon, aujourd'hui il faut gagner raisonnablement sa vie sans trop savoir ce que ça veut dire, mais c'est quand même important. En termes de performance, un petit mot sur le profil des structures qui sont les plus engagées et qui ont des démarches RSE bien avancées. Alors c'est pas forcément les plus grosses boîtes les plus grosses structures qu'on peut trouver sur le marché, celles les dominantes, mais c'est jamais les derniers de la classe. C'est toujours des entreprises qui sont à l'écoute du marché, des tendances, qui sont vraiment sur les pratiques, que ça soit pratiques commerciales, pratiques managériales, alors maintenant aujourd'hui et aussi pratiques environnementales, etc., qui sont toujours à l'affût et qui sont plutôt premiers de la classe en termes de pratiques et qui ici sont premières en termes de pratiques. C'est aussi des entreprises qui sont en termes de rentabilité qui sont plutôt bien placées. Il y a eu des études qui ont été faites par la Banque de France, maintenant qui datent un petit peu, mais qui disent qu'une entreprise qui a une démarche RSE, elle surperforme de 13% par rapport aux autres. Il y a aussi une étude qui a été faite pendant la crise Covid. Pourquoi ? Parce que c'est quoi le levier ? Pourquoi ça marche ? Parce que, alors on va peut-être rentrer un petit peu dans le détail, une démarche RSE, en fait, quand on fait un diagnostic, on passe l'activité de l'entreprise au crible à la fois des réglementations et des différentes lois qui sont imposées en fonction des secteurs d'activité. C'est le niveau 0 de la RSE, je respecte la loi. Et ensuite, qu'est-ce qu'elles font en fonction de leurs enjeux, parce que c'est pas en fonction d'un sujet divers, c'est vraiment en fonction des enjeux. Donc on va pas demander la même chose à une grande boîte qu'à une PME, du secteur dans le tertiaire que dans l'industrie ou de l'agroalimentaire, etc., etc. On va vraiment s'adapter aux enjeux de l'entreprise. Et comme on va travailler sur les enjeux de l'entreprise, eh bien on travaille après en termes aussi d'organisation, de plan d'action, de pertinence des sujets. Ben forcément, ça se retrouve dans la performance globale. Et un sujet performance globale, c'est le CJD qui avait utilisé cette notion de performance globale que moi je trouve vraiment très très pertinente. La performance économique, la performance sociale, sociétale et la performance environnementale, qui sont les 3 piliers du développement durable, qui est la base de la RSE. Voilà, si on fait le lien entre les trois. Et aujourd'hui, cette performance, elle se retrouve à la fois dans des gains directs
Alors de manière plus classique, quand on est dans l'environnement, quand on travaille ses impacts CO2, on va travailler ses consommations de gasoil, d'électricité, etc. Donc là, quand on fait des économies, c'est du direct en bas de la ligne. Alors certaines fois, il faut investir et on calcule son ROI de manière classique. Et puis aujourd'hui, il y a des sujets plus vastes sur lesquels, mais c'est les sujets humains sur lesquels on a toujours eu du mal à calculer un retour sur investissement, pour utiliser un terme financier. Aujourd'hui, la marque employeur, une bonne marque employeur, qu'est-ce que ça vaut ? Faudrait demander aux spécialistes de la RH, mais moi je connais pas une entreprise qui me dit j'ai pas de problème de recrutement. Donc, si l'entreprise elle est plus attractive parce qu'elle a une démarche, elle a un projet, elle a du sens, et c'est là où on va retrouver l'aspect stratégique, le sens. Si on fait une stratégie sans donner du sens, je suis pas sûr que. Alors si, ça peut peut-être marcher, mais est-ce que ça s'essoufflera peut-être plus vite ? Et donc voilà. Donc ces éléments qui sont plus difficiles à chiffrer de manière financière ou économique. Mais c'est vraiment ces deux. Voilà, j'aime bien toujours les deux. Moi. Donc il y a les gains qui sont facilement mesurables et puis il y a ceux qui sont plus difficilement mesurables. Je prends la marque employeur de manière volontairement pour bien comprendre. Et c'est pour compléter sur ces sujets-là, on se rend compte aujourd'hui aussi qu'en fait, c'est des attentes de toutes nos parties prenantes. Donc, comme le disait Christophe, par exemple, nos salariés, effectivement, via la marque employeur, mais aussi nos clients. Aujourd'hui, on le voit nous-mêmes, quand on répond à des appels d'offres, c'est des choses qu'on nous demande systématiquement. Quel est votre engagement RSE ? Donc, demain, je peux bêtement perdre des marchés si je suis très terre à terre. Je peux finalement être assez peu engagé à titre personnel en tant que dirigeant, mais en fait, je vais peut-être perdre des marchés. Si je regarde mon activité à plutôt long terme plutôt que court terme, je peux me dire, en fait, si demain j'intègre toutes ces dimensions-là dans les risques qui vont peser sur mon entreprise, en fait, est-ce que mon entreprise, elle existe toujours dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? Et c'est là qu'éventuellement, je peux aussi rentrer dans une logique de transformation de mon business model. Et puis, ce qu'on voit de plus en plus aussi, aujourd'hui, c'est la capacité à aller chercher du financement. Alors, je pense que dans un premier temps, ça va se faire sur le coût, ça va peut-être être du bonus, puis demain, ça sera du malus, et puis dans un troisième temps, ça sera peut-être l'incapacité à aller chercher du financement, et puis sans financement, forcément, une entreprise, elle a quand même du mal à fonctionner. Et puis, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que ça joue sur les aspects de valorisation. En fait, aujourd'hui, on a travaillé sur ce sujet-là chez TGS, et on voit que c'est des critères qui sont pris en compte dans la valorisation d'une entreprise. Et qu'en fait, une entreprise qui est impliquée et qui est engagée dans une démarche RSE, demain va peut-être être mieux valorisée qu'une entreprise totalement similaire qui ne serait pas engagée dans ces projets-là. Alors, risque et opportunité. Voilà, c'est peut-être un des points de culture sur l'approche de la démarche, en particulier quand on travaille sur le sens et la vision long terme. Sur les opportunités et la transformation des structures après. Deuxième partie, la RSE au service de la stratégie globale de l'entreprise. De votre expérience, comment ça naît dans l'entreprise, tout ça ? C'est le réflexe d'un chef d'entreprise à un moment donné, c'est un comité de direction, c'est le personnel qui pousse. Comment ça naît et comment c'est porté dans l'entreprise ? Je dirais, il y a aujourd'hui, l'ensemble des cas que tu as évoqués peuvent se présenter. Néanmoins, il y a quand même l'importance alors j'ai utilisé un terme RSE, de la gouvernance. De la gouvernance dans l'ensemble des parties prenantes qui sont impliquées. C'est la gouvernance. Même si ça vient des collaborateurs, même si ça vient de parties prenantes externes, si la gouvernance s'approprie pas le sujet, ça va être quand même beaucoup plus difficile de mettre en place une démarche RSE vraiment sincère, importante, qui touche la vision, qui touche le cœur de métier, etc., etc. Donc la gouvernance est fondamentale dans cette approche pour non seulement initier la réflexion, et aussi, et j'allais presque dire, et surtout en termes d'exemplarité. Alors l'exemplarité, c'est pas je suis le meilleur, et je vous fais la morale, mais c'est j'ai le comportement que je veux que les autres aient. C'est-à-dire que si je demande à toutes mes équipes de faire le tri des déchets, si je suis le seul à pas faire le tri des déchets, ça marche pas. Et ça, c'est valable. Alors, je prends cet exemple un peu de manière caricaturale, mais c'est valable sur tous les sujets. Et comme la RSE,
est aussi un levier de transformation. Si je veux que ma structure, mes équipes, mon codir, etc., évoluent et se transforment, si moi, dirigeant ou dirigeante, je continue à faire comme avant, ça marche pas. Donc c'est valable sur tous les sujets de transformation et d'organisation dans l'entreprise, mais encore plus quand on touche au sujet RSE avec les principes qui sont derrière. Et effectivement, parce que Christophe vient de le dire, pour faire le parallèle avec tes questions de tout à l'heure, qu'est-ce qui nous rapproche ? On se rend bien compte que n'importe quel projet transformant, projet stratégique dans une entreprise, si le sponsor de ce projet-là, il n'est pas au bon niveau, et dans une PME, une ETI, ça va être le dirigeant, forcément, ça ne va pas avancer, quoi. Et ça ne bougera pas, et ça n'aura pas l'impact qu'on entend. Et puis, je pense aussi que sur les entreprises avec lesquelles on travaille, il faut penser à l'actionnariat, parce qu'on a aussi souvent des entreprises qui sont familiales, et pour avoir échangé avec des dirigeants, et parfois ça part de là, en fait. C'est la famille actionnaire, qui est d'ailleurs plus forcément toujours aux commandes, qui peut apporter cette conviction-là, et donc qui sont les premiers à pousser ces démarches. Quand une entreprise se lance dans une démarche, j'imagine que c'est beaucoup d'efforts à fournir de la part de tout le monde. La RSE, souvent, c'est associé peut-être à une forme de décroissance. En tout cas, beaucoup de changements de comportement qui demandent beaucoup d'efforts. Comment on accompagne ça ? Alors, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Si on est convaincu de la démarche et qu'on le fait de manière sincère, il y a l'effort principal, c'est de faire le diagnostic. Ça, effectivement, il faut s'arrêter, se sortir du quotidien et faire son diag, se dire, tiens, alors là je vais utiliser encore un mot, c'est ce qu'on appelle les 7 questions centrales de la RSE, qui sont la gouvernance, les droits humains, relations, conditions de travail, loyauté des pratiques et tout ce qui est éthique, questions relatives aux consommateurs, l'environnement et le territoire. Ça, c'est vraiment la trame, c'est les 7 chapitres d'analyse. Effectivement, là, faut prendre du temps, faut se poser, sortir la tête de l'eau du quotidien et réfléchir à ce qu'on fait, parce qu'il n'y a jamais rien dans une entreprise. Si la structure, elle existe depuis des années, c'est qu'il y a quand même certaines pratiques qui existent et qui sont bonnes. Alors bonnes, d'ailleurs, je sais même pas si on peut dire bonnes ou pas bonnes, mais qui existent. Et donc c'est faire ce diagnostic et après se dire, est-ce qu'on a éventuellement un trou dans la raquette sur les pratiques qui sont bien en place, comment on peut les améliorer? Est-ce qu'il faut les faire évoluer? Alors là, on peut faire de l'analyse de risque, du SWOT, enfin des outils classiques d'organisation pour analyser ces pratiques. Et puis de manière classique après, se rentrer dans la démarche de gestion de projet et d'engagement. Alors l'engagement peut remonter à une réflexion stratégique sur les valeurs, missions, etc., etc. Et puis 2 plans d'action concrets pour faire évoluer effectivement les pratiques, diminuer ou avoir un impact positif. Et à partir du moment où on prend des engagements, on fait son plan d'action, on se fixe des objectifs, des indicateurs, et là on rentre dans une démarche de gestion de projet classique. Et si le plan d'action est bien fait, il s'intègre parfaitement dans le quotidien des équipes. C'est pas un truc en plus. D'ailleurs, si ça reste quelque chose en plus, ça marche pas. Ça reste on voit certaines fois des directions RSE. Une question sur un sujet, faut aller voir monsieur ou madame machin, c'est elle qui va vous répondre à la question. Ça, c'est quand même un signe d'appropriation ou pas par les équipes des différents sujets. Et puis, il y a quand même une logique qui est importante et qu'on entame dès le diac, c'est en fait d'impliquer toutes ces parties prenantes là-dedans. Et donc, finalement, si dès le début, je vais avoir impliqué mes salariés, mes clients, mes fournisseurs, mes partenaires, derrière, tout ce changement-là, il va s'enclencher plus facilement, puisque dès le début, on a été acteur. Et puis après, effectivement, comme le disait Christophe, comme dans tout projet, il faut trouver le bon rythme, il faut accompagner le changement et se dire que, évidemment, tout ne sera pas faisable demain et en 6 mois, c'est du temps long. Et donc, rentrer dans une bonne logique de gestion de projet, de la priorisation, des moyens, et puis, effectivement, avoir conscience quand même que tout ça, à un moment, c'est un investissement qui portera ses fruits sur un temps plus ou moins long. Comment on sait qu'une entreprise est arrivée à un bon niveau de maturité sur ce sujet pour entamer la démarche ? C'est quand l'entreprise a intégré l'axe RSE de la stratégie précédente dans la stratégie globale.
et qu'il n'y a plus de différence. Alors c'est un peu plus compliqué parce que dire il n'y a plus marqué RSE, mais ça veut dire que les éléments, les principes et les différentes questions sont bien intégrés dans la stratégie de l'entreprise. Et qu'on rentre dans une logique plus d'amélioration continue que de grosses transformations qui peut être un petit peu plus brutale au début. Et pour rebondir sur ce que dit Aymeric, sur les parties prenantes, l'intégration des parties prenantes dans la réflexion, même si théoriquement tous les bouquins vont vous dire qu'il faut le faire dès le début, c'est quand même, plus on est mature sur les champs de la RSE, plus on intègre facilement les parties prenantes et plus on va vers le co. Alors le co, au début, on le fait assez naturellement en interne. On va questionner ses collaborateurs, ses représentants du personnel pour réfléchir à la démarche RSE qu'on veut initier. D'ailleurs, en général, on a encore un axe RSE qui est identifié. Et puis, j'ai l'habitude de dire, au bout du premier cycle, en général, un cycle, si on considère que c'est 3 ans, au bout du premier cycle, on va effectivement faire en sorte que l'axe RSE soit intégré dans tous les axes stratégiques et que ça soit pas donc ça soit une démarche RSE globale et pas un seul axe. Et plus on va intégrer l'axe RSE, plus on va élargir le scope des parties prenantes et la consultation, l'écoute, satisfaire les attentes des parties prenantes, etc., etc. Élargir vraiment ce scope. Et ça, plus on est mature, plus on est ouvert sur son écosystème et sur ses parties prenantes. Est-ce que vous rencontrez des structures qui ont décidé de se lancer sur ce chemin, mais un peu tout seul, et qui finalement n'ont pas fait les bons choix? Je pense par exemple à une structure hospitalière qui aurait obtenu des subventions pour changer toutes les ampoules, les transformer en LED, et qu'en fait il y avait d'autres choses à faire avant, qui auraient peut-être coûté moins cher à la collectivité et qui avaient un impact plus positif. Peut-être que du coup, c'est là qu'on en revient à notre notion de diagnostic et de mesure. En fait, si on maîtrise bien d'où on part, si je reprends cet exemple-là, c'est est-ce que j'ai fait mon bilan carbone pour me dire où est-ce que je vais avoir de l'impact? Parce qu'effectivement, alors on peut se dire qu'on va changer les LED et que c'est très bien, mais ça va avoir un coût. Et en fait, c'est peut-être pas là qu'on va avoir beaucoup d'impact. Et donc, à mon sens, si on sait bien d'où on part, si on sait où est notre impact et si on choisit l'endroit où on veut soit le maximiser quand il est positif, soit le réduire quand il est négatif, en théorie, on a moins de chances du coup de partir dans ce genre d'initiative. Après, Christophe l'a plus vécu que moi, il complétera ça, mais j'imagine que, comme dans tout projet, on peut toujours faire face à un mauvais choix. Et voilà, on apprend, on essaye, et puis tant pis, faut pas que ce soit trop dommageable, mais... je dirais que c'est pas un mauvais choix, c'est toujours ça de prix. Mais effectivement, cette notion de hiérarchisation des enjeux est vraiment fondamentale, à la fois pour la démarche interne et pour le dialogue avec les parties prenantes. Et cette approche de hiérarchisation des enjeux qui doit structurer le plan d'action et qui doit venir par derrière, elle est fondamentale, mais on va retrouver les outils classiques et les leviers classiques après de la gestion de projet. C'est-à-dire que quand on fait un diagnostic, on va identifier des actions structurantes de transformation massive, importante qu'il faut faire sur 3-4 ans avec des investissements importants. Et puis, on va identifier des petites actions qu'on peut faire tout de suite et qui sont, je dirais pas qu'elles sont moins importantes, mais qui sont aussi importantes pour marquer la volonté d'action aussi, parce qu'on peut réfléchir pendant des années et ne rien faire. Là, ce qui est important, il faut réfléchir, mais il faut passer à l'action. Donc, alors, changer les ampoules, on peut toujours dire, ça fait partie du job, et de toute manière, il faudra le faire à un moment. Alors, est-ce que c'était le prioritaire? C'est peut-être ça qu'on peut évoquer, mais ces actions court terme, terrain, pour montrer aussi qu'on s'engage, en particulier au niveau opérationnel. C'est pareil, quand on parle des conditions de travail, si on change pas le matériel et qu'on parle de l'usine qu'on va faire dans 15 ans, les collaborateurs, ils sont à leur poste de travail tous les jours, et si on leur améliore pas tous les jours leur poste de travail, on n'est pas aligné. Donc, est-ce que c'est la grande action du siècle? Peut-être pas, mais c'est aussi l'action qui montre l'engagement. Donc dire qu'il y a des mauvaises... encore une fois, je dis jamais mauvaises actions. D'ailleurs, il y a peut-être des actions qui sont moins importantes que d'autres, en fonction des objectifs que l'on va avoir. Quelle est votre plus belle aventure, votre plus belle expérience d'accompagnement d'entreprise?
qui s'est lancé dans la démarche et qui obtient des résultats très probants en termes de performance? Alors, moi, j'aime bien utiliser le terme de point de bascule. Il y a certaines entreprises, mais c'est quand même assez rare, le point de bascule est déjà passé. C'est-à-dire que la structure, la gouvernance, les dirigeantes, ils sont déjà complètement convaincus. Alors, ça arrive de plus en plus, mais c'est quand même pas très fréquent. Voilà, moi j'aime bien trouver ce point de bascule et je vais vous en donner, un exemple là. C'est presque une caricature. Une entreprise, 2 personnes, un couple. Je sais pas si je cite leur nom ou pas. Ils distribuent des produits jetables en plastique qui sont fabriqués en Chine. Au départ, le modèle de base, pas terrible, on pourrait se dire RSE. On commence à évoquer ensemble la démarche RSE, c'est quoi le champ, etc., etc. Et puis je vois bien, au bout d'un quart d'heure, le dirigeant, ils sont en couple. Je vois une lumière dans le rien. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Et aujourd'hui, ils sont engagés dans un plan à 10 ans où à la fois ils vont évoluer sur le choix des matières premières sur les produits, ne plus faire des produits jetables mais recyclables, parce qu'aujourd'hui ils sont pas recyclables. Ils sont en train de changer toute leur chaîne d'approvisionnement, de passer de l'avion bateau plus ferroutage. Ils sont en train de regarder comment relocaliser une partie de la production, alors pas tout de suite en France, mais d'abord plutôt en Europe. Et ou dans le bassin méditerranéen. Alors là, quand on arrive à des plans d'action de ce niveau-là, dans une structure, alors 2 personnes encore une fois, c'est super, parce que on se dit, là j'ai contribué, ma raison d'être, c'est de contribuer à l'évolution des modes de gouvernance et de management. Là je me dis, chouette, ça a marché. Sur d'autres structures, c'est un peu plus long. Mais au bout d'un cycle ou de 2 cycles, il y a encore une fois ce que j'appelle un point de bascule. Et le point de bascule, par exemple sur les démarches RSE, le premier cycle de démarche RSE, c'est on va travailler sur la diversité, le handicap, on va faire son bilan carbone, on va faire mais on n'attaque pas encore le cœur de métier de l'entreprise. Et pour moi, le point de bascule, c'est quand on attaque le cœur de métier et qu'on se dit maintenant notre métier, on va plus le faire de la même manière. On va le faire de manière différente. Et là, c'est aussi vraiment très, très intéressant. C'est des vrais changements de modèle économique, là. Donc, il faut être prêt à abandonner de la performance dans un premier temps pour en récupérer après. Abandonner ou cibler une performance différente, faire des choix, savoir dire non aussi. C'est un signe aussi. Quand l'entreprise, au début, elle me dit non, mais moi je dis oui à tous mes clients. Je dis, tiens, le jour où elle commence à dire non, pour moi, c'est un premier signe, quelque chose se passe. Et savoir dire non, c'est pas de faire de la décroissance. J'ai un autre client qui a qui a viré 30% de ses clients, et il gagne beaucoup plus d'argent maintenant qu'il a fait ce nettoyage. Sur un alignement, sur les valeurs, pas sur du volume de chiffre d'affaires. C'est un alignement sur les valeurs avec des clients avec lesquels il avait des relations difficiles. Il a fait ce nettoyage. Et aujourd'hui, et avant, il gagnait à peine 0 plus. Il fallait qu'il attende le mois de décembre pour dire oui, je vais gagner de l'argent, un petit peu d'argent cette année. Aujourd'hui, il a une rentabilité nette à 2 chiffres. Et il a beaucoup moins de pression pour lui, pour ses équipes, pour l'ensemble de son écosystème. Et donc voilà, tout ça, c'est pour moi, c'est des points de bascule. Alors vous allez me dire, peut-être des chiffres, on pourrait faire des business cases, j'ai toutes les informations, tous les chiffres qui vont bien. Voilà, savoir dire non, c'est pas forcément dire je vais faire de la décroissance, c'est le faire autrement, le faire mieux, travailler sa valeur ajoutée. Pendant des années, on a parlé je me souviens d'actions de consultants quand j'étais en poste, on travaillait sur la valeur ajoutée et la non-valeur ajoutée. On n'a rien inventé. On travaille sur la valeur ajoutée. RSE peut-être, mais en ajoutant quelques termes. Et cet exemple-là, il est particulièrement intéressant parce que finalement, de se dire,
par l'angle RSE, j'ai été optimisé tout ce que vient de lister Christophe. Ça aurait très bien pu être une mission de conseil classique où on serait allé s'attaquer à comment on optimise ses marges, comment on est plus rentable, etc. Est-ce qu'on aurait eu le même résultat en le prenant sous un autre angle ? Peut-être pas. Il ne faut surtout pas opposer la RSE et la performance de son entreprise au sens large, qu'au contraire, les deux se combinent très bien. Preuve en est, on disait que des études disent qu'une entreprise qui se lance, certes, passe par une phase d'investissement, mais ensuite performe mieux que les autres. Et donc, effectivement, comme le disait Christophe, si on peut plus nier que le monde dans lequel on vit n'est pas tenable de la manière dont il fonctionnait avant, et que donc, il n'est pas encore trop tard, mais c'est le moment d'y aller et d'enclencher ces transformations. Au pire, ça marche. Merci Christophe, merci Aymeric. Merci Emmanuel. Merci. Qu'elle soit impulsée par la loi, par les équipes ou par l'environnement, une démarche RSE doit être mise en place par le chef d'entreprise. C'est lui qui commence, c'est lui qui l'incarne et c'est lui qui la porte. Au-delà de quelques mesures que l'on pourrait adopter dans son entreprise, on comprend finalement que la démarche RSE est un véritable bouleversement du modèle économique. Et c'est ce bouleversement qui permettra à l'entreprise d'être toujours sur son marché dans 20 ans et peut-être d'être davantage valorisée. En tous les cas, il n'est pas trop tard. Il faut commencer dès maintenant. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à l'ensemble de votre réseau. Dirigeants. Comment concilier RSE et performance économique est un podcast original du club TGS France. Le club TGS France est un club de réflexion, d'échange et de débat pour les entrepreneurs dont la devise est « Réfléchir, décider, agir ». 4 fois par an, les membres du club se réunissent au cours de conférences pour un temps d'information et d'échange sur des thématiques au cœur des préoccupations des entrepreneurs.